Est-ce que le micro fonctionne? Oui. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette superbe salle du Centre Prouvé à Nancy pour les Journées nationales des IME et des IEM, co-organisées par la Fédération nationale des créailles et le CREAI Grand Est. Je vais, pour ouvrir les journées, laisser la parole à Monsieur Maurice Berceau, président du CREAI Grand Est. Tu veux te mettre en tribune? Oh, je vais voir. Très bien. Ça marche ça, oh, super. Tiens, je peux te rendre ton... Merci. Très bien. Quelle assemblée. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue en région Grand Est. Bienvenue en Lorraine. Bienvenue à Nancy, capitale des Ducs de Lorraine, avec sa place Stanislas et son ensemble UNESCO. Bienvenue à Nancy, capitale de l'Art Nouveau, avec ses musées, son architecture et son illustre école. Je vous souhaite de disposer d'un peu de temps durant votre séjour pour en profiter. C'est un immense plaisir pour moi d'ouvrir cette 4e édition des Journées nationales des instituts médico-éducatifs et des instituts d'éducation motrice, organisées par le CREAI Grand Est sous l'égide de la Fédération nationale des créailles. Je tiens, au nom du CREAI Grand Est, à remercier de leur présence à ces journées Monsieur Stéphane Corbin, directeur de la compensation à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, Madame Marina Droby, chef de projet, une réponse accompagnée pour tous au comité interministériel du handicap, Madame Edith Christophe, directrice de l'autonomie de l'ARS Grand Est, Madame Annie Silvestri, vice-présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et déléguée à l'autonomie des personnes, Madame Anne Harel, conseillère départementale de la Manche, présidente de la commission des solidarités du département, Madame Sylvie Gatté, conseillère départementale de la Manche, présidente de la commission des solidarités du département, Madame le docteur Eliane Piquet, déléguée territoriale de l'ARS en Meurthe-et-Moselle, Mesdames et Messieurs les universitaires, Monsieur Jacques Naudin, président de la Fédération nationale des créailles, Mesdames les présidentes et Messieurs les présidents d'associations, Messieurs les membres du bureau du CREAI Grand Est, mon collègue et ami René Bandol, directeur général de l'ARSEA en Alsace, Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs de MDPH ou leurs représentants, et vous, bien sûr, Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs des IME et des IEM, Mesdames et Messieurs les professionnels de ces structures, mais aussi des équipes Relais Handicap Rare, des CESAD et ITEP qui ont souhaité se joindre à nos réflexions. Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Nous sommes 850 personnes réunies dans ce très bel amphithéâtre du Centre Prouvé, ce qui témoigne de l'intérêt des professionnels du secteur pour la problématique qui vous a été proposée. En cela, je félicite et remercie pour leur engagement et leur investissement les membres du comité de préparation piloté par la direction du CREAI Grand Est, en la personne de Thibaut Marmont et de Jessica Boivin, et composé de l'équipe du CREAI Grand Est, de la Fédération nationale des créailles et de directeurs et directrices d'IME et d'IEM qui ont construit le programme. 18 mois de travail ont été nécessaires pour monter l'organisation de cet événement et faire en sorte que votre séjour à Nancy soit riche en réflexion, en information, en prospective, mais aussi en partage d'expériences et en moments de plaisir. À cet égard, soulignons que nous avons la chance de vivre ces journées nationales pendant l'un des événements culturels majeurs de Nancy, le Nancy Jazz Pulsation, l'un des événements culturels majeurs de Nancy. Vous aurez donc l'occasion, certainement, de profiter de quelques concerts au cours de vos soirées. Mais restons centrés sur notre sujet. Depuis plusieurs années, voire décennies, de vastes mouvements de réforme du secteur médico-social se sont succédés.
Plus près de nous, citons la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, mais également la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire du 21 juillet 2009 qui a réformé l'administration, ainsi que les leviers de développement de l'offre médico-sociale. Dans le même courant, deux grands rapports, le rapport Pifto dit zéro sans solution et le rapport Vacher-Janet sur la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux, ont donné naissance à des politiques d'envergure, Réponse accompagnée pour tous et Séraphin PH. C'est ainsi que deux textes en particulier viennent formaliser les objectifs d'évolution du secteur. La circulaire du 2 mai 2017 sur la transformation de l'offre d'accompagnement des personnes handicapées et d'évolution de l'offre médico-sociale, et le décret du 9 mai relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou maladies chroniques en réformant la nomenclature FINES. Plus récemment, les politiques publiques ont à nouveau été marquées par la promotion des territoires 100% inclusifs, démarche visant à améliorer la participation et la coordination de tous les acteurs engagés dans le parcours de vie d'une personne handicapée. Écoles, entreprises, loisirs, etc. Cela pour lutter contre les ruptures de parcours, une démarche expérimentée depuis 2017 sur 13 territoires pilotes. Et bien sûr, l'actualité de la loi pour une école de confiance du 28 juillet 2019 qui marque une accélération du virage inclusif. Autant de réformes qui constituent une révolution copernicienne, selon les propos de plusieurs auteurs. Et comme lors de toute période de changement, nombreuses sont les inquiétudes qui s'expriment au sein de notre secteur. Les établissements vont-ils disparaître sur l'étendard de la désinstitutionnalisation ? Le secteur dans son ensemble est-il remis en cause par la politique du tout inclusif ? Si elle perdure, la réforme de la tarification ne risque-t-il pas de contraindre encore davantage les modalités d'action des équipes professionnelles? Comment accompagner les jeunes d'IME et IEM vers le milieu ordinaire, alors que leurs situations sont de plus en plus complexes? Force est de constater que les besoins des jeunes accompagnés dans les structures restent très prégnants et nécessitent de recourir à des ressources importantes et diversifiées, tant au plan qualitatif qu'au plan quantitatif. À bien des égards, les questions se posent à eux, sonnent comme autant de défis, voire de paradoxes. Comment préserver la continuité et la cohérence du parcours quand on ne parvient pas à accéder aux soins? Comment s'auto-déterminer quand on a du mal à communiquer avec les autres? Comment faire des choix pour soi lorsque son parcours est parsemé de ruptures? Ces difficultés qui constituent le quotidien de la plupart des équipes professionnelles sont pourtant travaillées et aboutissent à des résultats. L'instruction scolaire ou professionnalisante, l'éducation à l'autonomie, l'apprentissage de la liberté de choix, de la connaissance de soi, du respect de l'autre, du droit à bénéficier des services publics ou privés, de la société globale, sont autant d'axes que travaillent les équipes pluridisciplinaires des établissements depuis des années. Ce travail porte ses fruits, aide les jeunes à progresser, à grandir parmi les autres, à devenir adultes et citoyens. Rappelons, car c'est essentiel, que les accompagnements apportent un mieux-être, non seulement aux jeunes en situation de handicap, mais également à leur entourage et leurs aidants familiaux tout particulièrement. Par ailleurs, les évolutions structurelles décrites préalablement, loin d'être une figure abstraite et éloignée, font déjà l'objet d'un travail proactif dans de nombreux établissements et services. Travail en partenariat, utilisation de nouvelles technologies, formation aux nouvelles connaissances neuroscientifiques sur la déficience, évolution des modes d'organisation, d'accueil et d'accompagnement sont des chantiers fixés à l'agenda de très nombreux acteurs. De la sorte,
Même si le changement suscite l'appréhension, il ne fiche pas pour autant les acteurs du secteur médico-social dans une attitude attentiste. Ceux-ci essaient au contraire de s'adapter pour proposer une réponse adéquate aux situations, de s'appuyer sur les ressources activables, d'innover, de bricoler leur mode d'intervention pour contribuer à leur échelle à ne laisser aucun jeune sans solution. Les IME et les IEM élaborent ainsi sans solution. C'est au final sur un souhait d'analyse objective des tendances à l'œuvre, se défiant autant d'une adhésion naïve que d'une critique unilatérale, que la problématique de ces journées nationales a été construite. Face aux différents défis que pose l'ambition d'une société inclusive, à quoi peut ressembler l'avenir des IME et IEM ? Je tiens à remercier vivement tous ceux et celles qui, par leur contribution, apporteront des pistes de réponse universitaires, experts nationaux, représentants des administrations et des territoires, administrateurs d'associations, professionnels des établissements. J'espère que ces journées nationales marqueront votre esprit de leur empreinte et contribueront à inviter les acteurs que vous êtes à relever le défi qui s'offre à notre secteur et qu'ensemble nous serons promoteurs des solutions les mieux adaptées aux personnes vulnérables que vous accompagnez. C'est notre ambition. Je vous souhaite d'excellentes journées et vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Maurice, cher président. Je vais maintenant appeler à rejoindre à la tribune Madame Silvestri, vice-présidente au département 54, en charge de l'autonomie des personnes. Madame Silvestri. Madame la représentante de l'ARS, Monsieur le directeur du CREAI, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Je voudrais tout d'abord excuser Mathieu Klein, président du conseil départemental, que je représente en qualité de vice-présidente déléguée à l'autonomie. Il vous adresse ses amitiés et vous souhaite d'excellentes journées de travail, mais aussi de détente dans notre belle ville de Nancy. Je suis ravie d'ouvrir ces journées et vous devine impatient et impatiente d'entamer une réflexion à la fois enthousiasmante et indispensable, car vous êtes confrontés à des besoins d'adaptation. Cet événement a en effet été organisé avec le talent par le CREAI, si j'en juge par la richesse et la qualité de votre programme. Un grand bravo aux organisateurs. Comme vous le savez, les départements ne sont pas directement impliqués dans les orientations médico-sociales pour les moins de 20 ans, mais nous avons à connaître des situations individuelles dans le cadre des CDAPH. J'en assure la présidence en Meurthe-et-Moselle. Le contexte dans lequel vous engagez vos réflexions est marqué par un paradoxe que nous avons d'ailleurs souligné à l'occasion de la récente visite de notre MDPH par Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge du handicap. Ce paradoxe est aussi une tension entre une tendance forte au développement des modes d'inclusion et des listes d'attente importantes avant d'être accueillis dans de nombreux établissements ou services. L'approche inclusive est motivante. La réponse toute inclusive de Madame la secrétaire d'État m'interroge cependant. Mais pour ouvrir vos journées, je ne conserverai que la dimension stimulante de l'inclusion, car elle répond à l'horizon que doivent effectivement se donner nos politiques publiques en faveur de l'autonomie, car une société réellement solidaire s'apprécie à la place qu'elle accorde aux plus fragiles d'entre nous. Et très concrètement, j'observe que les passerelles vers le milieu ordinaire ne cessent de se lancer afin que l'offre médico-sociale réponde mieux aux besoins de construction et d'évolution des parcours individuels adaptés. À titre d'illustration de ces parcelles, je parlerai des pôles de compétences et de prestations externalisées qui allient les professionnels libéraux et ceux des établissements et services médico-sociaux, ou encore de la mise en place toute récente des équipes d'appui à la scolarisation où les professionnels médico-sociaux interviennent
en ressources des enseignants de l'école ordinaire. Ces évolutions sont stimulantes et sont accompagnées tant par la MDPH que par le département de Meurthe-et-Moselle et ses partenaires, car il nous faut diversifier le champ des possibles en termes de parcours individuels. C'est la raison pour laquelle nous engageons résolument dans l'esprit et la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous. C'est dans ce cadre que nous œuvrons, par exemple, à la résorption des amendements Creton ou avec l'ARS au suivi des orientations via trajectoire. Clairement, réponse accompagnée pour tous est l'occasion d'interroger nos coopérations les uns avec les autres sur la construction collective de réponses individuelles, sur l'évolution de la composition et du positionnement des plateaux techniques en IME et en IEM. Vos journées de réflexion vont évidemment vous fournir l'occasion d'approfondir ces sujets et je ne peux que saluer cet effort de réflexion qui, au bout du bout, vise à remettre les personnes en situation de perte d'autonomie au cœur de nos politiques publiques, au cœur de nos activités, car ce sont elles qui donnent le sens de notre engagement dans la diversité de nos responsabilités. Pour conclure, je voudrais simplement rappeler qu'en matière d'inclusion, le département s'est engagé très tôt dans l'habitat inclusif et pour des raisons de fond. Car la sociologie urbaine a pour coutume de dire que nous sommes les espaces que nous occupons. Habiter quelque part, c'est exister dans un lieu, et c'est une condition pour avoir droit de cité au sens du droit à la cité. En matière de handicap, le département a favorisé l'émergence de formules alternatives à l'hébergement collectif en prenant appui dès 2006 contre vents et marées, institutions et associations, sur la mutualisation de la PCH. Cette approche était alors très novatrice et a été rendue possible grâce à la mobilisation de partenaires associatifs audacieux, de bailleurs sociaux entreprenants et surtout d'usagers convaincus. À ce jour, notre département compte plus de 150 personnes vivant en habitat inclusif, avec mutualisation de la PCH, souvent dans un projet de mixité sociale, voire de cohabitation avec des personnes valides ou des jeunes en service civique. La question du logement pour tous, et en l'occurrence des personnes dépendantes, passe par l'habitat inclusif qui conjugue la réponse aux besoins d'un chez-soi avec une offre d'aide notamment pour une ouverture sur la vie du quartier, l'exercice de la citoyenneté de la personne. L'inclusion est bien la sœur jumelle de la citoyenneté qui reste un droit à conquérir pour bien des personnes en situation de handicap. Merci à vous d'y œuvrer et très belle journée de réflexion à tous. Merci beaucoup, Madame Silvestri. Eh bien, écoutez, on va clore les discours d'ouverture avec Edith Christophe, directrice de l'autonomie de l'ARS, que je remercie très chaleureusement d'avoir honoré l'invitation que nous lui avions faite. Monsieur le Président du CREAI, Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs, au nom du directeur général de l'ARS, je suis très heureuse d'ouvrir vos journées nationales consacrées à l'avenir des IEM face au défi du virage inclusif. Et je remercie la NCREAI d'avoir choisi le Grand Est pour cette édition 2019. Comme vous le savez, le gouvernement a fait du handicap une priorité pour le quinquennat, avec l'ambition de changer le regard sur le handicap et de relever le défi d'une société inclusive, accessible, fraternelle et solidaire. L'ARS a décliné ses priorités nationales dans son programme régional de santé, qui a fixé en la matière des objectifs opérationnels ambitieux. Pour faciliter les parcours des personnes en situation de handicap et de leurs familles, qui demeurent encore beaucoup trop complexes et discontinues, nous devons en particulier contribuer à décloisonner les pratiques, à faire en sorte que les acteurs travaillent en réseau, à apporter des réponses plus souples, plus modulables et plus inclusives. Nous avons la responsabilité de concevoir des réponses collectives sur chaque territoire et de concevoir ces réponses avec les personnes concernées afin de s'adapter à la diversité de leurs besoins.
Nous devons systématiquement favoriser l'intégration dans le milieu ordinaire de vie chaque fois que cela est possible. Je citerai à cet égard la phrase de Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées, qui dit « Autant de droits communs que possible, autant de droits spécifiques que nécessaires ». Une des priorités majeures est de réussir le défi de l'école inclusive, ce qui nécessite d'engager une transformation du système éducatif et médico-social. Il s'agit notamment d'adosser l'offre médico-sociale à l'école en accélérant sa transformation vers des interventions en appui à l'inclusion dans la vie quotidienne. Les familles veulent en effet pouvoir bénéficier de solutions souples avec des accompagnants qui interviennent à l'école, dans les temps périscolaires, en centre de loisirs, à domicile, ou encore qui facilitent l'accès aux activités, notamment sportives. Pour cela, l'ARS a engagé un partenariat avec les 3 rectorats de la région qui se décline dans un plan d'action commun sur la scolarisation des enfants en situation de handicap dans une visée inclusive. Nous travaillons notamment à l'externalisation des unités d'enseignement des IME au sein des écoles, au développement de nouvelles unités d'enseignement en maternelle et en école élémentaire pour les enfants autistes, à la transformation de places d'IME en CESAD. Depuis la rentrée, nous expérimentons également 4 équipes mobiles d'appui à la scolarisation qui ont vocation à apporter une expertise et des ressources à l'ensemble de la communauté éducative afin de faciliter la scolarisation des enfants en situation de handicap. Madame Silvestri vient d'en parler. Pour réussir le virage inclusif, nous devons engager un plan massif de transformation de l'offre médico-sociale, car c'est la condition indispensable pour améliorer les parcours de vie des personnes handicapées. Il s'agit d'un défi pour les institutions, car nous devons engager une autre conception de l'action publique, une action publique plus coordonnée, plus accompagnante, plus facilitante, qui prend en compte l'ensemble des dimensions de la vie sociale. C'est pourquoi l'ARS a engagé l'élaboration de plans départementaux de transformation de l'offre qui constituent une déclinaison opérationnelle du programme régional de santé dans chaque département. Ces plans sont construits en co-responsabilité avec les conseils départementaux et associent les acteurs du territoire. C'est aussi un défi pour les établissements qui doivent devenir de véritables plateformes de services avec des accueils à la carte, de jour, de nuit, temporaires, séquentiels, à temps partiel. Ils doivent aussi proposer de nouvelles réponses coportées par plusieurs gestionnaires afin d'être en capacité de faire appel aux différentes compétences présentes sur le territoire. C'est ce que l'ARS demande désormais pour les nouveaux projets. C'est une dynamique qui a, par exemple, très bien fonctionné pour les pôles de compétences et de prestations externalisées. C'est un défi, enfin, pour les professionnels, dont le cadre d'exercice et les pratiques ont vocation à évoluer. Les professionnels doivent accompagner davantage les personnes en appui de leur lieu et de leur parcours de vie, en fonction de leurs besoins. Et en corollaire, au sein des IME et des IEM, ils vont être amenés à accompagner des jeunes avec des handicaps plus lourds et des situations plus complexes. Une attention particulière devra donc être portée à la formation des professionnels. Le secteur médico-social a toujours su faire preuve d'innovation et nous pouvons donc nous appuyer sur les expériences réussies pour développer de nouvelles réponses inclusives qui permettent aux personnes handicapées de développer leur autonomie. Mais il nous faut maintenant aller plus vite et plus loin, et je ne doute pas que tous ensemble, nous soyons capables de relever ce défi. Pour terminer, je tiens à féliciter le CREAI Grand Est, avec qui nous avons de longue date un partenariat étroit, pour l'organisation de ces journées nationales, et je vous souhaite à tous de fructueux échanges. Bien, un grand merci pour ces discours d'ouverture qui, je crois, ont très bien posé le cadre et la problématique que nous avons élaboré, co-élaboré, devrais-je dire, avec un comité de préparation des journées qui a compris des cadres de direction notamment,
des instituts médico-éducatifs, des instituts d'éducation motrice, venant de toute la région Grand Est, représentant une diversité d'associations, familiales, pas familiales, moteurs, déficience intellectuelle, autisme, etc. etc. Et vraiment, on a souhaité vous proposer un programme qui vienne embrasser au plus près les préoccupations de terrain auxquelles vous vous confrontez, et peut-être que le fait qu'on ait dû non seulement faire salle pleine, mais encore ne pas pouvoir accueillir tous ceux qui souhaitaient s'inscrire aux journées, est le signe qu'on a a priori réussi à vous proposer une problématique adéquate. Avant de la traiter et d'aller dans le vif du sujet, quelques points d'organisation pratique. Tout d'abord, vous avez une clé USB qui vous a été remise, qui comprend l'ensemble des supports qui seront présentés aux journées. L'ensemble, à une ou deux exceptions près, les intervenants n'ont pas tous en intégralité pu envoyer leur support, mais ils seront disponibles sur les sites du CREAI Grand Est et de l'ANCREAI. Donc en gros, tout ce qui est diffusé pendant les journées vous sera rendu accessible. Je dis ça pour les personnes qui parfois prennent en note les indications marquées à l'écran. Vous pouvez gagner de l'énergie là-dessus. Deuxième point, beaucoup plus désagréable cette fois, il n'y aura pas de pause pendant l'après-midi, mais c'était le prix à payer pour qu'on puisse vous proposer un temps convivial, un apéritif en l'occurrence, qui démarrera après nos travaux de l'après-midi. Donc rendez-vous à 17h30, là où vous avez pris le café pour partager un verre de l'amitié. On commence en travaillant par annoncer l'apéro, c'est avouer qu'on a quand même mis le paquet sur la convivialité, quoi. Enfin, demain soir à 17h30 également, on vous proposera un temps convivial et festif avec un concert. J'imagine que de nombreuses personnes dans la salle les connaissent parce qu'ils se sont rendus célèbres au travers de nombreux spectacles, de nombreuses performances, y compris avec les plus grands artistes français. Il s'agit du groupe Percut Jam, composé majoritairement de musiciens porteurs de syndrome autistique, et qu'on a déjà fait jouer, et on avait tellement adoré ce qu'ils avaient fait qu'on les a réinvités pour partager un temps avec nous. Donc voilà, demain après les ateliers et avant de profiter de Nancy, venez profiter d'un temps musical avec Percut Jam. Et j'en viens maintenant aux travaux, il faut bien qu'ils démarrent à un moment donné quand même. Donc journée consacrée au virage inclusif, et on a souhaité en toute première conférence d'emblée élargir le regard en direction de ce qu'il se fait en Europe. Ça a été dit en introduction, nombreuses ont été les politiques publiques en France consacrées à la scolarité avec l'école inclusive, mais aussi aux loisirs. Il y a en décembre 2018 un rapport de la Mission nationale des accueils de loisirs qui incite les 36 000 accueils de loisirs à se rendre plus accessibles. Dans le domaine de la petite enfance également, avec un rapport du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, le HCFEA, qui a rendu également un rapport en juillet 2018 pour favoriser l'accueil des enfants présentant des besoins éducatifs spécifiques. Donc on voit les problématiques sont traitées très activement en France, mais qu'en est-il chez nos voisins européens? Pour traiter cette question, on a sollicité Madame Muriel Mauguin, qui est directrice des études et maître de conférence à l'INSHEA. Madame Mauguin, bienvenue. Et allez-y. Et donc on vous a demandé de nous brosser un portrait des solutions inclusives mises en place ici et là en Europe. Comment est-ce que les enfants et les adolescents sont accueillis parmi leurs pairs dans différents lieux de vie ordinaires, l'école mais pas que? Quelles sont les réussites que nos voisins ont réussi à transformer, et puis quels sont les obstacles auxquels ils se confrontent encore, et puis peut-être qu'est-ce qui est essaimable ou qu'est-ce qui le serait moins à l'intérieur de l'Hexagone. Je vous laisse la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je souhaite tout d'abord remercier les organisateurs de me donner la possibilité de discuter avec vous de la question de l'éducation inclusive en Europe. Et par rapport à ce que vous avez demandé, ce n'est pas tout à fait ce que je vais traiter. Moi, je vais plutôt me situer par rapport à la politique européenne. Je vous propose de construire mon propos en deux temps. Un premier temps de cadrage historique et conceptuel sur cette notion d'éducation inclusive, puisque l'important,
c'est vraiment de savoir ce que l'on met derrière ces termes « éducation inclusive ». Un deuxième temps sera consacré à une étude comparative, modeste, des systèmes éducatifs européens et des déclinaisons des politiques inclusives. L'idée est d'essayer d'approcher la réalité de la politique inclusive en Europe plutôt que celle des différents pays en 2019 à l'appui de quelques données chiffrées. Alors comme vous le voyez, j'utilise des termes prudents car l'exercice comparatif est extrêmement complexe de manière générale et il devient quasi impossible quand on le fait à grande échelle sur des questions qui reposent sur de multiples paramètres. Je ne veux pas me défausser ici, mais juste souligner que je vais vous présenter de grandes tendances qui sont nécessairement réductrices. Au final, ce qui compte, de toute façon, c'est de faire un petit pas de côté pour mettre en perspective notre propre système. Nous allons voir qu'à travers l'acceptation quasi généralisée d'une politique inclusive, d'une ambition inclusive, les pays de l'Union européenne en ont chacun une approche singulière qui varie en fonction des contextes, en fonction des ressources, en fonction des organisations administratives, en fonction de l'histoire évidemment, et que nous ne sommes évidemment pas les seuls à ne pas satisfaire totalement les instances de protection internationale des droits des personnes handicapées. Mais l'important aussi, comme on le verra, est de s'inscrire dans une perspective dynamique et d'avoir conscience que l'éducation inclusive est d'abord un processus en cours. Première diapositive. Donc l'éducation inclusive est finalement une notion assez récente. À l'échelle internationale, elle trouve pour l'essentiel son origine dans les années 1970, à une époque où, après des années marquées par une forme de ségrégation des systèmes éducatifs à l'égard des élèves handicapés, les pays occidentaux commencent, plus ou moins timidement, à ouvrir les portes de leurs écoles pour peu que ces élèves handicapés soient en capacité de s'y intégrer. Les années 90-2000 vont marquer une rupture avec une approche qui devient inclusive et qui s'appuie sur une conception plus environnementale que médicale du handicap. En 2001, dans la nouvelle classification du handicap et de la santé, la CIF, c'est l'inadaptation de la société qui est censée fonder le handicap. Dans le domaine de l'éducation, cette nouvelle approche revient à considérer que c'est l'inadaptation de l'école qui exclut un certain nombre d'enfants. En France, l'intégration scolaire, consacrée par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées en 1975, permet l'accueil des élèves en capacité de s'intégrer et de s'adapter aux exigences de l'école. A contrario, l'inclusion pose le principe que tout individu a sa place dans la vie sociale et que cette place ne doit être ni concédée, ni tolérée ou soumise à condition. La notion d'éducation inclusive reflète l'exigence faite au système éducatif d'assurer la réussite scolaire et l'insertion sociale de tout élève, indépendamment de ses caractéristiques individuelles ou sociales. Et là, je reprends les mots du rapport du CNESCO de 2016 sur l'école inclusive, un rapport qui avait été rédigé par Serge Ebersold, Éric Plaisance et Christophe Zander. C'est donc à l'institution scolaire d'être en capacité d'accueillir et d'accompagner tous les élèves. L'UNESCO souligne ainsi qu'adopter une approche inclusive de l'éducation suppose de considérer que le problème tient non pas à l'enfant, mais au système éducatif. Ce principe, qui n'est pas clairement posé par la loi du 11 février 2005, est en revanche affirmé avec force dans la loi d'orientation pour la refondation de l'école en juillet 2013. Cette loi précise que l'éducation est la première priorité nationale, le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative.
Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés. Il veille à l'inclusion scolaire. Ce terme a été modifié par la loi de 2019 sur une école de la confiance, puisque à présent la loi précise qu'il veille à une scolarisation inclusive. La plupart des États européens ont donc progressivement intégré les notions d'égalité des chances et de non-discrimination dans leur législation, afin de renforcer l'effectivité des droits des personnes handicapées et de leur permettre d'accéder à une citoyenneté active. Les États européens ont ainsi consacré et renforcé le droit à l'éducation pour tous en le rendant opposable et universel, puisqu'il est le garant d'une réelle insertion sociale, d'un bien-être personnel, mais surtout collectif. Le droit à l'éducation pour tous, c'est non seulement la condition de réalisation des droits des personnes, mais c'est aussi le ciment de la cohésion sociale. Pour autant, nous verrons qu'au-delà de la souscription à ces principes, la réalité est sur le terrain souvent plus contrastée et moins consensuelle. Cette évolution théorique, elle se traduit par l'adoption d'une série de textes au niveau international et européen qui vont engager progressivement les États dans un mouvement de réforme de leur politique du handicap et de leur système éducatif. Le premier texte de référence, s'agissant de l'éducation inclusive, est produit à l'issue de la conférence de Salamanque en 1994, qui rassemble 92 gouvernements sous l'égide de l'UNESCO. La déclaration finale s'inscrit dans les pas de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et proclame que l'éducation est un droit fondamental de chaque enfant qui doit avoir la possibilité d'acquérir et de conserver un niveau de connaissance acceptable. Deuxième principe, chaque enfant a des caractéristiques, des intérêts, des aptitudes et des besoins d'apprentissage qui lui sont propres. Troisième principe, les systèmes éducatifs doivent être conçus et les programmes appliqués de manière à tenir compte de cette grande diversité des caractéristiques et des besoins. Quatrième principe, les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir accéder aux écoles ordinaires qui doivent les intégrer dans un système pédagogique centré sur l'enfant, capable de répondre à ses besoins. Cinquième principe, les écoles ordinaires ayant une orientation intégratrice constituent le moyen le plus efficace de combattre les attitudes discriminatoires en créant des communautés accueillantes, en édifiant une société intégratrice et en atteignant l'objectif de l'éducation pour tous. En outre, elles assurent efficacement l'éducation de la majorité des enfants et accroissent le rendement et, en fin de compte, la rentabilité du système éducatif tout entier. Signée par l'ensemble des pays européens, cette déclaration pose donc les contours d'une approche nouvelle, ambitieuse, qui va générer une profonde réforme des systèmes scolaires. Elle tend à faire passer d'une logique d'éducation spécialisée pour des élèves déficients à une politique d'éducation inclusive pour tous, et notamment pour des élèves à besoins éducatifs spéciaux. Si elle est symboliquement importante, elle n'a cependant pas de valeur juridique contraignante. En 1996, dans le cadre de l'Union européenne, c'est la Charte du Luxembourg qui va promouvoir une école pour tous et pour chacun. En 2000, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reprend les termes de l'article 13 du traité d'Amsterdam de 1997, s'appuyant sur le principe de non-discrimination et d'intégration des personnes handicapées, et cette fois pose des bases normatives pour les politiques inclusives. Puis en 2006, c'est évidemment la Convention internationale des droits des personnes handicapées qui vient poser le cadre de référence universel des politiques du handicap. Son article 24 consacre le droit à l'éducation pour tous, et ce sans discrimination, en demandant aux États de veiller à ce que les personnes handicapées ne soient pas exclues sur le fondement de leur handicap du système d'enseignement général, et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus sur le fondement de leur handicap de l'enseignement primaire de qualité. Non, ça c'est dans une autre partie de l'article. Là, c'est gratuit et obligatoire, ou de l'enseignement secondaire. Un autre article important, puisqu'on n'est pas uniquement sur l'école, c'est évidemment l'article 19,
intitulé « Autonomie de vie et inclusion dans la société », article qui pose que les États parties reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société. Ratifiée par la France en 2010, la Convention est depuis lors intégrée dans le droit positif français et s'inscrit dans la hiérarchie des normes au-dessus des lois françaises. Si bien qu'en France, la question est tranchée politiquement et juridiquement, il n'est apparemment plus d'actualité d'interroger la pertinence d'une scolarisation d'élèves en situation de handicap, puisque tout enfant a naturellement sa place à l'école, et plus largement sa place au sein d'une société devenue plus inclusive, par le seul fait de sa naissance et de son droit à l'éducation. Comme vous le savez, il n'y a jamais eu autant d'enfants en situation de handicap scolarisés en France qu'en ce moment. Près de 400 000 élèves ont fait leur entrée en milieu ordinaire, 400 000 élèves en situation de handicap. S'il convient de prendre avec prudence les données quantitatives, les chiffres sont quand même éloquents et la multiplication des annonces et des mesures concernant l'école inclusive révèle, comme vous l'avez dit, une volonté d'accélération du processus de réforme. Si le droit à l'éducation pour tous est clairement posé, l'éducation inclusive se présente-t-elle comme un processus, un chantier nécessairement en construction. Cette diapo. L'UNESCO explique bien, lorsqu'elle fait paraître en 2009 les principes directeurs pour l'inclusion dans l'éducation, que c'est un processus. Elle rappelle, donc l'éducation inclusive est un processus qui vise à prendre en compte et à satisfaire la diversité des besoins de tous, enfants, jeunes et adultes, par une participation accrue à l'apprentissage, à la vie culturelle et à la vie communautaire, et par une réduction du nombre de ceux qui sont exclus au sein même de l'éducation. Elle suppose de changer et d'adapter les contenus, les approches, les structures et les stratégies en s'appuyant sur une vision commune qui englobe tous les enfants du groupe d'âge visé et avec la conviction que le système éducatif ordinaire a le devoir d'éduquer tous les enfants. L'éducation inclusive implique donc de réfléchir aux changements à apporter au système éducatif afin qu'il réponde à la diversité des apprenants. Une diversité qui doit être considérée comme une ressource plutôt que comme un problème à résoudre. Le rapport du CNESCO de 2016, que j'ai déjà cité, attribue 4 dimensions à la notion d'éducation inclusive, 4 traits caractéristiques la distinguant d'autres formes d'éducation conçues pour un public en situation de handicap. La première caractéristique est un enjeu. L'éducation inclusive doit permettre aux enfants en situation de handicap de grandir dans le même environnement que les autres enfants, de prendre pleinement et activement part à la vie de l'école, d'être reconnus en tant que membres à part entière de la communauté scolaire et plus généralement de la société. La deuxième caractéristique est un bénéfice attendu. L'éducation inclusive doit conduire les enfants en situation de handicap à avoir une vision d'eux-mêmes qui ne se résume pas aux contraintes de la déficience et à se penser comme les acteurs de leur devenir. La troisième caractéristique, la plus sensible pour les professionnels du secteur médico-social, est une répercussion institutionnelle et consiste à considérer toute forme de scolarisation en milieu spécialisé comme une forme de ségrégation qui serait contraire au principe des droits de l'homme. Comme le souligne le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, l'éducation inclusive rejette la doctrine « séparer mais égaux », et cela fait évidemment écho aux propos de Catalina de Vanda suite à sa visite en France. La quatrième caractéristique est une mise en garde finalement. Elle souligne que l'éducation inclusive se démarque nécessairement des formes de scolarisation qui se satisfont d'une forme d'intégration normalisatrice, considérant les intégrés comme de simples visiteurs,
au lieu de les considérer comme des membres à part entière de la communauté scolaire. Pour relever le défi de l'éducation inclusive, la tâche est donc complexe et il faut articuler un ensemble cohérent de politiques, de moyens et de pratiques que l'Agence européenne pour l'éducation inclusive a très bien formulé et synthétisé dans un document intitulé « 5 messages clés pour l'éducation inclusive ». Et ce document résume une décennie de réflexion de l'Agence. L'INSHEA, que je représente ici, représente la France au sein de l'Agence européenne pour l'éducation inclusive. Le premier message clé est qu'il faut agir le plus tôt possible. L'Agence explique que l'objectif principal est de fournir des activités intelligentes et positives destinées à promouvoir le développement précoce de l'enfant, l'implication familiale, la qualité de vie, l'inclusion sociale et l'enrichissement sociétal. Sur ce point, l'Agence européenne souligne qu'une approche intersectorielle coordonnée et une coopération efficace entre toutes les parties prenantes sont requises. Le deuxième message est que l'éducation inclusive profite à tous, contrairement aux craintes d'une baisse de niveau qui serait entraînée par la présence dans les écoles d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Les études de l'OCDE, de l'Agence européenne, de l'UNESCO, les travaux des chercheurs révèlent qu'améliorer les résultats des élèves ayant le plus de difficultés non seulement ne se fait pas au détriment de ceux obtenant les résultats les plus élevés, mais qu'au contraire, cela va de pair avec l'amélioration des résultats de tous les apprenants. Le troisième message est que l'ambition inclusive passe par la présence de professionnels hautement qualifiés. La formation initiale et contenue des enseignants, mais aussi des autres professionnels, est considérée comme un facteur clé pour des pratiques inclusives réussies. L'Agence explique que la mise en œuvre de l'éducation inclusive doit être considérée comme une tâche collective avec des parties prenantes différentes où chacune a des rôles et des responsabilités à assumer. On retrouvera logiquement ce point sensible dans les difficultés rencontrées par les États européens dans la deuxième partie de ma présentation. Le quatrième message clé pointe le besoin de systèmes d'aide solides et de mécanismes de financement concernant tous les niveaux d'apprentissage avec une visée extrêmement large. L'Agence considère en effet que limiter la question au domaine éducatif serait insuffisant. L'apprentissage des enfants et des jeunes gens ne pourra pas être réussi si leurs besoins fondamentaux de santé, sociaux et émotionnels ne sont pas satisfaits. Ce point me semble particulièrement intéressant dans le cadre de ces journées, dans la mesure où il met en avant la nécessité d'une approche globale de l'éducation inclusive, impliquant tous les acteurs et nécessitant des mesures de soutien pour tous les secteurs. Le cinquième message, enfin, met en avant la nécessité de recueillir des données fiables pour être en mesure de contrôler l'efficacité des systèmes d'éducation inclusive. Nous allons retrouver ce point dans la seconde partie de la présentation lorsque nous nous pencherons sur les difficultés de mise en pratique de cette ambition inclusive. Cette question de la récolte des données est également centrale dans le suivi de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Une petite parenthèse terminologique ici, cette évolution vers l'éducation inclusive s'est faite de façon concomitante à l'émergence de la notion de besoins éducatifs spéciaux, un terme que j'ai utilisé à plusieurs reprises, donc à partir des travaux du rapport de Mary Warnock en 1978. Donc cette catégorisation désigne des élèves qui, parce qu'ils rencontrent des difficultés plus ou moins importantes et durables dans certains apprentissages, ont besoin d'une aide spécifique pour y remédier. Cette dimension nouvelle requiert une véritable rupture dans la manière avec laquelle la pédagogie doit répondre aux besoins de ses élèves. Mais cette notion apporte aussi des éléments de complexité. De quel public parle-t-on ? Quand on parle d'éducation inclusive, il ne faudra en fait pas cibler de public si ce que l'on vise, c'est l'éducation pour tous et la transformation de l'institution scolaire notamment. L'éducation inclusive reste trop souvent interprétée actuellement
comme une réponse au droit à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés, renvoyant ainsi aux oubliettes d'autres publics à besoins spécifiques, tels que les élèves en grande difficulté scolaire ou les jeunes migrants. En outre, si l'on s'intéresse à cette notion de besoin éducatif particulier, tous les pays européens n'ont pas encore adopté de définition commune. En pratique, les chiffres varient très sensiblement, comme on va le voir, d'un État à l'autre, selon que l'on retienne telle ou telle difficulté. Et cette variation rend les comparaisons très délicates. Donc nous allons voir maintenant que si l'ensemble des pays européens a fait le choix de l'éducation inclusive, en ratifiant notamment la Convention sur les droits des personnes handicapées, qui bouscule les politiques publiques, chacun s'y emploie en pratique à son rythme, s'appuyant sur ses ressources, ses traditions, son histoire, mais aussi sur sa propre lecture des notions d'inclusion et de besoins éducatifs particuliers. Deuxième partie, un paysage européen contrasté. Dans ce paysage contrasté, il est néanmoins traditionnel d'opérer une catégorisation des systèmes éducatifs. Et je ne vais certainement pas innover ici en vous rappelant, c'est un peu la tarte à la crème, que l'on distingue généralement 3 modèles. Un premier groupe d'États qui représente la one-track approach sont des pays où la scolarisation des élèves en milieu ordinaire est la norme, quelle que soit la difficulté ou le handicap concerné. Dans ces pays, le recours aux établissements spécialisés est exceptionnel. L'Italie, le Portugal, la Norvège, l'Écosse et l'Islande sont les promoteurs de cette politique. À un niveau moindre, nous trouvons la Suède, la Grèce et le Danemark. Nous y reviendrons en regardant les données de l'agence. Un deuxième groupe s'inscrit dans ce qu'on appelle Two Tracks Approach et qui repose sur la coexistence entre 2 systèmes distincts. Les élèves à besoins éducatifs particuliers fréquentent des établissements spécialisés ou des dispositifs spéciaux, mais certains suivent leur scolarité dans l'école ordinaire. Pour autant, l'étanchéité entre les 2 systèmes demeure importante. Dans ce groupe, on retrouve la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas, des pays à forte culture régionaliste et décentralisée. Le troisième groupe à laquelle appartient la France, c'est celui qu'on appelle Multi-Track Approach, qui combine plusieurs approches avec un traitement ouvert, centré sur les besoins de l'élève, à l'école ordinaire et ou en établissement spécialisé. Toutes les options sont possibles à l'appui des projets associant l'élève, sa famille et l'ensemble des partenaires. Donc la France, mais aussi la Pologne, le Danemark, l'Autriche, le Royaume-Uni sont considérés comme appartenant à cette catégorie, mais je mettrai des guillemets parce que les choses sont en train de bouger. Donc il faut évidemment essayer de rapprocher ces modèles de données, ces modèles aux données existantes et qui sont fournis, comme je vous le disais, par l'Agence européenne, qui fait des rapports nationaux, donc monographiés sur chaque État, mais aussi des rapports croisés avec les données. Et les dernières données sont celles de 2014 et 2016. De ces différents éléments, malgré la diversité des situations, il ressort quelques constats. Premier constat, l'éducation inclusive est une démarche politique à l'échelle européenne dans laquelle les États s'inscrivent à des degrés divers et selon des visions différentes. Deuxième constat, le nombre d'élèves ayant fait l'objet d'une notification officielle de besoins éducatifs particuliers diffère d'un pays à l'autre, parce que l'identification des élèves à besoins éducatifs particuliers reste différente d'une nation à l'autre, comme nous l'avons évoqué précédemment. Troisième constat, aucun pays ne dispose d'un système scolaire entièrement inclusif dans lequel tous les apprenants sont intégrés à des classes ordinaires et sont éduqués avec leurs pairs au moins 80% de leur temps. Tous les pays ont recours à différentes formes de structures spécialisées séparées, ainsi qu'à différentes formes d'enseignement non scolaire. Quatrième constat qu'on ne commentera pas ici, dans tous les pays, les garçons sont 2 fois plus nombreux que les filles à présenter des besoins éducatifs particuliers. Donc on le voit, le tableau est complexe. J'ai plusieurs diapositives sur lesquelles on ne passera pas beaucoup de temps, mais pour vous montrer les données de l'agence, il s'agit du taux d'identification des élèves à besoins éducatifs particuliers, et on voit une grande différence effectivement entre l'Islande
Et la Suède, donc en vert, c'est l'État qui a le pourcentage le plus bas, en jaune, la moyenne, en rouge, l'État qui a le pourcentage le plus élevé. Mais en fait, c'est trompeur parce que la Suède a un des taux, le plus faible taux d'identification d'Europe, dans une volonté de ne pas catégoriser les élèves. Et on va voir que la répercussion, c'est que sur les pourcentages en fait, de taux de scolarisation en milieu spécialisé, elle va être dans les États qui semblent les moins inclusifs. Donc, pourcentage des élèves à besoins éducatifs particuliers dans un système d'éducation inclusive. Donc ça, vous ne serez pas étonné de voir l'Italie en tête. Le Danemark serait le pays qui serait le moins inclusif. Vous voyez donc la Suède, qui pourtant, au regard des rapports du Comité des droits des personnes handicapées, est considéré comme un État très inclusif, est à 11%, et la moyenne à 60%. Pourcentage des élèves à besoins éducatifs particuliers dans des classes spécialisées. Vous voyez, il n'y en a pas partout. L'Italie ne figure pas sur cette diapositive. Donc, au Danemark, il y a plus de classes spécialisées, 23% en France, et la moyenne, 11%. Et enfin, la dernière diapositive, c'est pour le pourcentage des élèves à besoins éducatifs particuliers dans les écoles spécialisées. Je pense que j'ai vérifié plusieurs fois, mais les Pays-Bas ont dû faire une erreur, parce qu'ils sont à 100%. Ce sont les données fournies par les Pays-Bas. La moyenne, 34%, et l'Italie est à 0,79%. Donc une situation très contrastée. Mais on peut quand même constater des évolutions convergentes. Donc pour autant qu'elle demeure contrastée, cette évolution évolue partout vers une meilleure prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers, et les différents systèmes tendent progressivement à se rapprocher. Les États où deux systèmes éducatifs coexistent ont tendance à mettre en place un ensemble de services de soutien de proximité. C'est le cas en Belgique, aux Pays-Bas, en Grèce, en Angleterre. En outre, dans les pays qui ont une tradition d'éducation spéciale, les écoles et les établissements spécialisés sont de plus en plus considérés comme des ressources pour les écoles du milieu ordinaire, ayant vocation à intervenir dans les différentes composantes de l'éducation inclusive, au sein des établissements scolaires, mais aussi dans le cadre des activités péri-extrascolaires et dans le milieu professionnel. La transformation des institutions d'éducation spéciale en plateforme de services, l'implication de nombreux acteurs aux côtés des enseignants, engage évidemment à s'inscrire dans une logique partenariale et collaborative qui ne s'invente pas, mais qui se construit notamment par le biais de formations croisées. Comme y invite l'Agence européenne, l'idée est évidemment de promouvoir une culture commune de l'éducation inclusive autour de valeurs fondamentales nourries par l'expérience plurielle de tous les acteurs. L'UNESCO souligne bien, dans les principes rédigés en 2009, que les institutions éducatives ne devraient pas se poser comme les seuls experts en matière d'éducation. L'UNESCO ajoute « Il n'est pas indispensable que chaque école dispose d'une expertise, sous réserve que l'accès à des compétences spécifiques soit assuré si besoin est. » Et ces compétences, en France par exemple, se trouvent largement dans le secteur médico-social. Devant l'ambition de l'éducation inclusive, les États se retrouvent également confrontés à des problématiques similaires. Alors ça, c'était ma diapo sur la comparaison justement entre les trois modèles. Je ne sais pas si vous l'avez sur la clé, mais je vais passer, puisqu'il ne me reste que 3 minutes. Donc, sur les problématiques rencontrées par les différents pays, il y a d'abord la question de la qualité de l'enseignement dispensé et des résultats des établissements inclusifs. Cette dimension semble très peu prise en compte alors qu'elle se trouve au cœur même de l'éducation inclusive. L'Agence européenne rappelle ainsi que l'inclusion et la qualité sont réciproques et que l'accès et la qualité sont liés et se renforcent mutuellement. Privilégier la scolarisation en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap n'est pas synonyme de qualité des apprentissages et des expériences sociales et, in fine, n'est pas nécessairement synonyme de respect du droit à l'éducation. Le rapport du CNESCO souligne que dans la mesure où peu de pays disposent de données fiables sur les conditions de scolarisation des élèves, sur leur réussite, sur leurs conditions de scolarisation et sur leur devenir et leur insertion professionnelle,
l'éducation inclusive se trouve souvent résumée à une acception mathématique et résumée à l'accès physique aux établissements scolaires. De façon très juste, ce rapport alerte sur le fait que l'éducation inclusive n'est un respect du droit que si l'élève a les mêmes chances de réussite que les autres élèves. Si l'on s'intéresse à l'Italie, souvent présentée comme le modèle du système inclusif, on peut s'interroger sur ce point, comme l'ont fait Martine Caraglio et Christine Gavini dans leur rapport publié en 2018. Le modèle italien est intéressant parce qu'il prône une inclusion citoyenne. Pour autant, les rapporteuses, bien que séduites par ce respect de la différence, ont pointé quelques limites. Ainsi, la mutualisation des savoirs au sein de la classe reste à faire. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, le Comité des droits des personnes handicapées a, suite au rapport de l'Italie, écrit qu'il était préoccupé en Italie par l'absence de données et d'indicateurs permettant d'évaluer la qualité de l'enseignement et l'intégration des élèves handicapés dans les écoles et les classes ordinaires, et qu'il s'inquiétait aussi en Italie de la pénurie des supports pédagogiques accessibles. L'absence de données est donc une entrave à l'évaluation des systèmes éducatifs inclusifs. Une autre problématique commune rencontrée par les États, c'est évidemment la nécessité de définir une vraie politique de formation des enseignants et des accompagnants. Et on constate une grande diversité au niveau de la formation, aussi bien en France qu'en Italie ou en Angleterre, alors que c'est évidemment le cœur même de toute transformation des institutions. Un autre point commun, et je vais très vite terminer, c'est la tendance à proposer des solutions moins inclusives avec la montée en âge des personnes concernées. Ça n'apparaît pas dans les rapports de l'Agence européenne, mais ça ressort des rapports du Comité des droits des personnes handicapées, notamment en Italie, où le comité s'inquiète de voir en fait des personnes qui étaient dans un modèle inclusif, finalement, avec l'âge, se retrouver dans des structures plus ségrégatives. On a le même constat au Portugal, où on a un contingent spécial de places destinées aux personnes handicapées à l'université, et ce qui est vraiment problématique et paradoxal si l'éducation inclusive ne débouche pas sur d'autres options inclusives. Donc, puisque je dois terminer, alors que j'ai encore plusieurs choses à dire, je veux juste insister sur le fait que la simplicité n'est pas admise en matière d'éducation inclusive, et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui restent à construire, mais il faut rappeler que c'est un processus en cours et non une obligation juridique immédiate. Et c'est rappelé par les différentes instances, notamment le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, qui dit qu'il est essentiel de veiller à ce que le processus s'inscrive dans la durée et de fixer des objectifs précis et à long terme. Je ne veux certainement pas engager à la passivité. Je pense que l'important est le cap à tenir, en gardant constamment à l'esprit les enjeux de l'éducation inclusive. Et je termine par une dernière phrase de Serge Ebersold, Éric Plaisance et Christophe Sander, qui dit qu'il n'y a pas à ce jour de modèle parfait, en matière d'éducation inclusive. L'essentiel est de s'engager ensemble dans ce processus pour une citoyenneté pleine et entière de tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Mauguin. Venez me rejoindre, puisque vous avez été très scrupuleuse sur le temps qui vous était imparti. Vous vous avez permis qu'on prenne un temps d'échange premier avec la salle. Je pense qu'il y aura des questions. Les collègues de l'équipe du CREAI sont là pour vous passer le micro. Et du coup, vous pouvez en profiter. Le temps que la première question arrive, moi je veux vous remercier d'avoir tempéré un peu des expressions qui amènent les équipes médico-sociales à avoir froid dans le dos, et on pourrait l'avoir avec elles quand on considère les efforts qu'elles font pour s'ouvrir de plus en plus à l'extérieur et de sortir de leur mur et faire tout pour ne pas être ségrégatif, puisque l'expression est revenue à plusieurs reprises, et du coup votre propos amène finalement à
comment dirais-je, à relativiser les modèles d'idéaux ou les modèles parfaits qu'il faudrait suivre en exemple. Le rapport sur l'Italie en est un exemple probant qui vient finalement à dire que le modèle italien est sans doute très bien, mais qu'il n'est pas reconductible en France pour tout un tas de raisons, formation des enseignants, vous l'avez dit, et puis qu'il présente aussi tout un tas de limites. Voilà. Alors, y a-t-il des personnes qui souhaitent prendre la parole? Ici. Alors, on vous demande de bien vouloir vous présenter, donc tout en haut de la salle, vous vous présentez, vous posez votre question, s'il vous plaît. Frédéric Baboulaz, Formavision. Alors, ce n'est pas complètement une question, c'est plus quelque chose que je mets dans la réflexion. Lorsque vous indiquez, madame, que des places sont réservées à l'université, je crois au Portugal, je me dis que finalement, faire de la place pour les personnes handicapées à l'école, c'est aussi un moyen de pouvoir modifier quelque chose dans la société. Et que peut-être on pourrait y réfléchir. Alors j'entends bien dans l'esprit de se dire, bien alors, pourquoi doit-on absolument garantir des places, mais aujourd'hui, le problème, c'est un vrai problème de place. Ce qui m'amène à mon deuxième élément. Alors, moi, je travaille en ce moment en région parisienne sur des projets d'inclusion scolaire, et on vient se heurter au problème de la place matérielle, des mètres carrés dans les écoles, où aujourd'hui on nous dit, ok, on veut bien installer une classe dans l'école, mais il n'y a pas de place. Alors, la loi sur l'égalité des chances qui a donné lieu à ce qui est de l'ordre de tout ce qui est de l'accessibilité des locaux publics, pourquoi on ne pourrait pas aujourd'hui, quand on construit une école de 10 classes, en construire 11, histoire qu'il y ait un peu plus de place, justement, parce que ce travail-là, il est encore à faire dans la société. Un mot de réaction ? Une réaction, alors déjà, tout ce qui est partie accessibilité de la loi de 2005 est encore loin d'être mise en œuvre de façon satisfaisante, notamment dans les écoles. Mais oui, c'est toute la complexité de l'articulation entre accès au droit commun et existence de dispositifs spécifiques. Tant qu'il n'y a pas l'accès au droit commun, de toute façon, il faut nécessairement maintenir des dispositifs spécifiques. Et de toute façon, pour certaines personnes, la coexistence des deux est essentielle. Et tant qu'on n'aura pas de toute façon progressé en matière d'accessibilité, il sera totalement illusoire de promettre un système inclusif. Donc, dans ce domaine-là, c'est pour ça qu'il est important de rappeler que cela prend du temps et qu'il ne faut pas se précipiter. Là, l'enquête parlementaire sur l'inclusion des élèves dit bien qu'il ne faut pas de précipitation, notamment sur la question des PIAL. Les PIAL, on va peut-être en causer à un moment donné. Y a-t-il une autre question ? Une question devant. Frédéric, pourras-tu te présenter, s'il te plaît ? Bonjour, Frédéric Chenal. Donc moi, je dirige un pôle jeunesse au sein d'une association qui est située à Mulhouse, qui s'appelle l'association Marguerite Sinclair. Et je dirige donc un CESAD, un IMPRO, même si ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, et un centre de formation pour apprentis. Alors, bien entendu, la question de l'inclusion dans le milieu ordinaire est une question qui nous préoccupe énormément. Nous y travaillons pour orienter les jeunes vers l'apprentissage ou vers l'emploi ordinaire. Alors, poser la question de l'inclusion uniquement au niveau scolaire, bon, c'est très très intéressant, bien entendu. Personne ne peut décemment être contre, quoique. Ça fait débat également. Mais la question de l'inclusion, elle est aussi dans la vie ordinaire. Et lorsque ces jeunes deviennent adultes, comment les intégrer complètement, je dirais, dans un emploi, dans une entreprise, ou dans une entreprise particulière, hein, que sont par exemple les entreprises adaptées. Hein. Et de ce point de vue-là, la société inclusive, je trouve qu'il faut vraiment qu'on interroge la capacité des entreprises à inclure les personnes en situation de handicap,
en particulier les entreprises publiques. Quand on regarde le taux du nombre d'apprentis dans la fonction publique, par exemple, on se dit qu'il faudrait aussi que ceux qui promeuvent des politiques inclusives montrent l'exemple. Alors, il y a des progrès quand même en cours, notamment sur le taux d'emploi dans la fonction publique, et puis là sur la question des CFA, avec maintenant l'obligation d'avoir un référent handicap dans les centres, et c'est des réflexions vraiment nouvelles. Hein. Pour nous, à l'INSHEA, c'est un public nouveau. Maintenant, nous sommes en contact avec des CFA, alors que c'était vraiment des professionnels que nous ne connaissions pas. Je crois que de toute façon, ce qu'il est important aussi de retenir, c'est que moi je travaille beaucoup sur la Convention, sur la façon dont les pays mettent en œuvre la Convention, et ce que renvoient les comités onusiens, c'est que l'approche inclusive, ça ne signifie pas du tout laisser tomber tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est mesures spécifiques. Au contraire, ce que je disais sur la question de l'éducation, ce n'est pas le respect du droit que de laisser la personne livrée à elle-même. Donc la question, c'est celle des moyens, de construire à partir politiquement ces ressources pour pouvoir déployer les compétences qui existent dans le médico-social et d'en faire profiter tous les acteurs qui sont censés justement construire sa société inclusive. Pour prolonger sur la dimension écosystème finalement qui était très présente dans la question, vous avez également énoncé parmi les 5 idées clés ou essentielles, enfin je ne sais plus comment vous les avez appelées, mais les 5 piliers, disons, voilà, les messages clés, merci beaucoup, de l'Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive, le fait qu'il ne fallait pas limiter l'apprentissage au seul domaine éducatif, ce qui rejoint la question des débouchés en aval. Vous avez également parlé de la santé. Vous avez également parlé du développement émotionnel. Enfin, au-delà des grands principes, est-ce qu'il y a des orientations pratiques ou des domaines d'études peut-être qui ont été développés par l'agence sur ces points? L'agence, c'est un rassemblement d'États qui part de toute façon de déclaration des États, de présentation de leur politique. Alors si, dans les chantiers récents, justement, ce qui a été étudié de façon approfondie, c'est la question du financement des politiques inclusives. Ça, c'est le grand chantier, puisque c'est le nerf de la guerre. Très bien. D'autres questions? Oui, au milieu. Oui, bonjour, Caroline Payet-Descombes, je suis éducatrice spécialisée et en parallèle, j'interviens à l'ARFRIPS sur les filières des AES, notamment sur la spécialité éducation inclusive. Moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus un questionnement, notamment sur la place de l'éducation nationale, notamment lors de ces 2 journées. Enfin, voilà. Quelle est leur place, voilà, moi ça me questionne énormément, et notamment aussi par rapport à ce nouveau diplôme qui a été créé par rapport aux AES sur justement l'éducation inclusive, où j'ai pu voir sur 2 ans aucun moyen mis en place. D'ailleurs, on parle toujours d'AVS, mais plus d'AES, enfin pas d'AES en tout cas, où la dimension éducative et sociale, je la vois très peu prise en compte. Donc, vous l'avez dit, c'est un processus, il faut du temps. J'ai envie d'y croire, mais je suis dubitative parce que, notamment, les jeunes que j'accompagne, à 16 ans, ils ne sont plus suivis en collège. Là, c'est dans le cadre de l'IME où j'interviens. Et du coup, voilà, je n'arrive pas à cerner les enjeux autour de l'éducation inclusive. Il y a quelque chose qui m'échappe. Alors, quand je dis c'est un processus en cours, il y a aussi des urgences. Hein. Moi, je suis juriste et je m'occupe de la question du contentieux. Il n'est pas question de faire attendre les familles quand elles ont des droits à l'accompagnement. Hein. Et sur la question aussi de l'évolution du statut des AVS, encore une fois, il y a des mesures qui sont prises, mais qui restent quand même très, très modestes. Nous, on le voit, on a été associés au nouveau diplôme, il n'y a aucun inscrit, de toute façon, ça ne correspondait pas. Et puis, alors, si vous posez la question de la place de l'éducation nationale, oui, ça aurait dû être un texte interministériel et ça ne l'a pas été. Donc bon, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté d'avoir une discussion quand même plus nourrie entre les 2 secteurs. Le fait que Sophie Cluzel soit placée auprès du Premier ministre et pas... Bon, voilà, c'est des signes...
L'éducation nationale, quand je disais il est important de revenir au terme, c'est qu'elle a trop tendance à interpréter éducation inclusive comme scolarisation des élèves handicapés, avec toute la communication qui va avec, alors que le processus, c'est de repenser globalement nos institutions. Et je comprends aussi assez mal la notion d'adossement, voilà, et la notion aussi de service public de l'école inclusive. Pour moi, c'est le service public de l'éducation nationale. Donc, bon. En tout cas, je pense que ça demande, comment dire, quand on parlait de professionnels, j'ai pris des notes là sur justement des professionnels formés. Je pense que là-dessus, il y a vraiment du boulot. Hein. Et pour connaître des gens que je pense compétents dans l'éducation nationale, ils sont en souffrance littérale sur ces questions-là. Donc, moi, vraiment, ça me questionne. Ça me questionne parce qu'il y a des compétences dans les structures médico-sociales